Bon, moi déjà, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et donc, on m'a demandé de vous parler de la prise en charge du grand prématuré en 2022. Alors, ça n'apparaît pas sur l'écran. Donc, il est évident que je ne vais pas vous faire un cours exhaustif sur la totalité de la prise en charge du grand prématuré, mais je vais faire un focus sur certaines pratiques. Et je tiens à souligner que j'ai préparé ce topo avec le docteur Laure Carnero, qui est chef de clinique dans le service de néonatologie au CHU de Tours. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres de la prématurité. Donc c'est à peu près de l'ordre, en France c'est de l'ordre de 7%, entre 7 et 8%. Vous voyez sur cette carte, le Maroc a l'air d'être dans le même ordre de grandeur, mais vous voyez aussi qu'il y a une grande hétérogénéité de par le monde. Donc quoi qu'il en soit, ça reste un problème. Et donc nous avons tous intérêt à nous améliorer sur la prise en charge de ces enfants pour améliorer leur devenir. Donc en fait, je vais aborder là, finalement, quels ont été les changements significatifs dans la prise en charge du grand prématuré au cours des dernières années. Et donc je vais vous faire des focus sur des points qui me semblent importants à prendre en considération. Alors ça va commencer dès la salle de naissance avec... attendez, j'ai le pointeur. Donc ça commence avant la naissance en réalité, si on veut améliorer la prise en charge du prématuré, avec la corticothérapie prénatale qui bien évidemment n'est pas discutée, et le sulfate de magnésium administré aux mamans juste avant l'accouchement, pendant le travail. Donc vous voyez, là vous avez les résultats d'une Cochrane qui montrent bien que l'utilisation du sulfate de magnésium limite les séquelles neurologiques. Et surtout, il y a un effet additionnel de ces deux traitements sur le devenir neurologique. Après la naissance, vous voyez, je vais vous donner des choses simples qui sont applicables partout. Il n'y a pas besoin de grandes machines, de grandes techniques, etc. Clampage retardé du cordon. Clampage retardé du cordon, vous en avez tous entendu parler. Donc les études ont montré qu'il y avait une réduction de la mortalité hospitalière, vous voyez là, de l'ordre de 30% pour les moins de 28 semaines. En revanche, pas de traite du cordon chez le prématuré. Là, on sait qu'il y a un risque augmenté d'hémorragie intraventriculaire. Alors ensuite, la prise en charge respiratoire en salle de naissance, donc il y a des recommandations qui sortent régulièrement. Donc vous savez que moi je pense que le point important des dernières années, c'est la modération d'utilisation de l'oxygénothérapie. On ne commence plus à 100% comme on a pu le faire pendant des années. Il est recommandé de débuter à 30% pour les prématurés et surtout d'être patient. Vous voyez, ça c'est. Je vous rappelle que la saturation fœtale est extrêmement basse. Elle est de l'ordre de 40-50% et donc on ne peut pas passer en quelques secondes à 100%. Il faut laisser le temps à ces enfants de s'adapter et d'augmenter leur saturation, et ça c'est ce qui est recommandé. Enfin, à l'heure actuelle, on essaye d'administrer le surfactant de façon de moins en moins invasive, avec surtout la méthode LISA. Donc vous savez, alors vous avez sur la photo, c'est un petit cathéter fin qui permet d'administrer le surfactant, donc on retire. Sur cette photo, ça n'apparaît pas, mais en pratique, on le fait en maintenant une ventilation non invasive, ce qui permet d'oxygéner l'enfant pendant cette manœuvre. Et sinon, si on ne peut pas pratiquer la LISA pour des raisons... D'abord, il faut quand même disposer de ces cathéters qui sont particuliers, un petit peu rigides. On peut faire ce qu'on appelle l'insure, c'est-à-dire intuber, administrer le surfactant et extuber. Donc l'idée, c'est de laisser l'enfant en ventilation invasive le moins longtemps possible. Alors, il y a des points qui ne sont pas résolus, qui sont en cours de discussion et pour lesquels je n'aurai pas de réponse aujourd'hui. C'est la sédation pour l'intubation ou l'administration du surfactant. Quand on fait une méthode LISA, si on veut sédater l'enfant, on veut que ça dure le moins longtemps possible, puisque après, il va falloir qu'il se débrouille sans être intubé, ventilé. Donc là, il y a des études en cours, mais pour le moment, je ne peux pas vous donner de réponse sur la molécule la plus adaptée, puisque chez le prématuré, on a bien sûr le besoin d'avoir cette antalgie, le besoin qu'elle soit courte, mais aussi qu'il n'y ait pas d'effet hémodynamique, voire neurologique, etc. Donc ça demande bien évidemment des explorations. Il ne faut pas oublier, encore une fois, des mesures simples. La thermorégulation, très importante, le bonnet, le sac en polyéthylène, la table chauffante. Et puis se développe actuellement en France une méthode qui est le transport en pot à pot. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'est le papa qui est au boulot, qui transporte son enfant prématuré, vous voyez, avec le système de ventilation. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un fauteuil qui est... oui, alors moi aussi, voilà. C'est un fauteuil qui est aménagé avec le système de ventilation et qui permet de transporter l'enfant en pot à pot avec son père ou son coparent et de limiter d'ailleurs la déperdition thermique, parce que finalement, c'est le meilleur moyen de réchauffer les enfants et de l'amener comme ça en réanimation. Alors, concernant la prise en charge respiratoire, cette fois-ci en réanimation. Donc là, évidemment, l'important est de limiter les traumatismes pulmonaires pour limiter le risque de dysplasie bronchopulmonaire.
Donc à l'heure actuelle, on met tout en œuvre pour favoriser la ventilation non invasive. Et si jamais on utilise une ventilation invasive, on utilise plutôt le volume garanti. A priori, l'OHF qu'on a beaucoup utilisé pendant un moment est plutôt remise en question. Il n'y aurait pas vraiment de supériorité. Et surtout, il faut essayer d'extuber le plus tôt possible. Vous avez là le risque de dysplasie bronchopulmonaire qui est multiplié par 16 lorsqu'on extube après J8 versus J1, J3, par 10 si on extube après J8 versus J4, J8. Donc en fait, la prolongation d'une ventilation invasive n'est pas très bonne pour l'avenir de l'enfant. Autre point important, parce que je pense que la caféine, ça, c'est pas cher, on en dispose facilement. En fait, si vous voulez, à une époque, on mettait la caféine quand on s'apprêtait à extuber l'enfant pour prévenir les apnées. On sait maintenant qu'il faut la débuter dès l'arrivée en réanimation, même si l'enfant est en ventilation invasive, parce que ça diminue le risque de dysplasie bronchopulmonaire et ça a un effet neuroprotecteur. Alors, la corticothérapie, donc moi j'aime bien les corticoïdes. Alors je dis ça, ça reste quand même une controverse. En France, il y a des services qui n'aiment pas les corticoïdes. Moi, je trouve que... Quand je travaillais à Necker, il y avait le chef de service de chirurgie pédiatrique, pardon, j'avais sauvé la peau d'un enfant en fait avec les corticoïdes. Il m'avait dit, sur mon lit de mort, faites-moi des corticoïdes, c'est pas mal, ça a l'air de bien marcher. Voilà, donc en fait, il y a eu des recommandations actualisées en 2019 parce qu'on aimait les corticoïdes, mais quand même, il faut savoir les utiliser avec réflexion et parcimonie. Ce qui est maintenant admis, c'est que l'hydrocortisone précoce a montré une augmentation de la survie sans dysplasie bronchopulmonaire chez les nouveau-nés à haut risque de dysplasie bronchopulmonaire, avec un devenir neurologique à 2 ans rassurant, je vais y revenir. Une très faible dose de dexaméthasone peut être donnée lorsque la ventilation mécanique invasive est encore nécessaire après 2 semaines de vie. Et l'administration inhalée de budésonide peut être envisagée chez le nouveau-né à très haut risque. Donc je vais revenir sur ces 2 points. Donc la corticothérapie préventive, en fait, c'est des données qui sont issues de l'étude Prémilogue qui a été menée en France par le professeur Olivier Beau, qui actuellement est à Genève, et qui a donc permis de montrer que chez les nouveau-nés de moins de 28 semaines, cette administration préventive d'hydrocortisone, c'est-à-dire dès la naissance, diminuait le risque de dysplasie bronchopulmonaire sans effet indésirable à 2 ans. Alors on n'a pas le recul encore à 5 ans, mais on va le faire là. Le 5-6 ans va débuter. Donc l'indication, c'est les nouveau-nés entre 24 et moins de 27 semaines. Et pour ceux qui sont nés entre 27 et 27 plus 6, il faut qu'il y ait un des critères suivants qui, en fait, aggrave sa situation. Par contre, il n'y a pas de recommandation pour les retards de croissance intra-utérin, très simplement parce qu'il n'était pas inclus dans l'étude. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas le recommander. Donc je vous ai mis la recette de cuisine, voilà, c'est ce qui est, puisque c'est ce que nous on fait dans le service, c'est ce qui était le protocole de Prémilogue. Alors maintenant, la corticothérapie plus tardive, mais qui à ce moment-là peut être discutée après 14 jours. Donc dans la littérature, la molécule la plus étudiée, c'est le dexaméthasone. Donc ce n'est pas celle qu'on a tendance forcément à utiliser peut-être en première intention dans les services en France. Mais là, on a montré une réduction de la dysplasie bronchopulmonaire et par contre des effets indésirables à plus long terme sur le plan neurologique. L'hémisuccinate d'hydrocortisone ne diminue pas le risque de dysplasie bronchopulmonaire, mais permet une extubation plus précoce avec des effets indésirables moindres. Mais en fait, vous voyez, donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une revue qui a été publiée dans le BMJ en 2021. Il n'y a pas de consensus sur les molécules et on manque en fait de données. Et notamment, une question qui se pose est est-ce qu'il vaut mieux utiliser de la dexaméthasone à faible dose versus l'hémisuccinate à forte dose. Donc là, moi, je n'ai pas encore la réponse et il faut attendre les études. Quant à la corticothérapie inhalée, en fait, il n'y a pas de preuve sur l'efficacité de ce traitement. Il est controversé. Et pour autant, je crois que c'est dans cette revue, l'auteur disait, mais même si on dit qu'il n'y a pas de preuve, les services l'utilisent parce que voilà, ils ont envie de faire quelque chose parce que les enfants ne vont pas bien. Donc les indications possibles, c'est avant 32 semaines, à partir de J14 de vie, quand on a une FiO2 qui reste supérieure ou égale à 30% en ventilation non invasive. Après, c'est quoi l'hémisuccinate à forte dose ? Eh ben, c'est les doses, comme on les fait, c'est... alors attends, si je me rappelle... Ah non, non, c'est plus fort. Non, mais plus fort, c'est quoi ? Attends, le protocole, c'est... ça c'est faible dose 0,5. Nous, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est plus... C'est au-delà des doses physiologiques, en fait, si tu veux. Voilà, donc je rappelle aussi, ce que je veux que je ne vais pas vous faire un cours sur la dysplasie bronchopulmonaire, c'est la dernière diapositive, c'est que je veux vous dire qu'en fait on a une meilleure
compréhension de la physiopathologie. Et de fait, quand on comprend mieux la physiopathologie, on peut mieux anticiper. On sait que, en fait, c'est multifactoriel, qu'il y a des éléments qui interviennent en anténatal, notamment par le contexte même de la prématurité, avec la chorioamniotite en particulier, donc tous les phénomènes inflammatoires. Ensuite, cet enfant qui naît, donc déjà ça va agir sur le développement pulmonaire. Ensuite, cet enfant va être pris en charge avec une supplémentation en oxygène, une ventilation cette prise en charge va aggraver finalement la situation et notamment l'inflammation. Et puis vous avez tous les événements intercurrents, malheureusement l'entérocolite, l'infection, qui vont aussi majorer cette inflammation, avec probablement un effet protecteur, comme j'ai dit, de la caféine, peut-être des corticoïdes, et l'intérêt, j'insiste aussi, de la nutrition, et notamment du lait de mer, pour limiter ces mécanismes. Et in fine, donc, on se retrouve avec le tissu damage, comme disent les Anglais, et cette dysplasie bronchopulmonaire. Mais en fait, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque étape, il faut réfléchir, qu'est-ce que je fais là et comment ça agit sur le risque de dysplasie bronchopulmonaire, en fait. Ou qu'est-ce que je ne fais pas. Alors, la prise en charge du cas artériel, donc moi je ne suis pas spécialiste du cas artériel, et d'ailleurs c'est ma chef de clinique qui est plus intéressée que moi sur le cas artériel, parce que je considère que c'est un sujet non résolu, qui a fait les diapositives. Donc vous le savez que c'est controversé, d'ailleurs Damien Bonnet l'a bien dit ce matin, il n'est pas rentré dans le débat, moi-même je n'y rentrerai pas. Certaines équipes se préoccupent du cas artériel, d'autres non. Il y a des gens qui font du traitement conservateur, et puis donc ce qui se discute c'est les traitements pharmacologiques, avec selon la Cochrane 2020, l'ibuprofène qui reste la molécule de première intention, mais avec des effets indésirables, et le paracétamol qui est en cours d'évaluation, probablement pour devenir la molécule de première intention, en raison des effets indésirables de l'ibuprofène. Et ce qu'il y a d'intéressant à l'heure actuelle, et ça Damien l'a bien dit ce matin, c'est que maintenant quand on est en échec thérapeutique, eh bien, on est moins terrorisé par la prise en charge, si je puis dire, invasive du cas artériel, puisque ça se fait par cathétérisme, fermeture percutanée, donc c'est extrêmement élégant. Et c'est vrai qu'à Tours, ils descendent jusqu'à 700-800 grammes. Donc moi, je suis très impressionnée parce que c'est vraiment très petit, mais c'est vrai que ça marche bien avec la mise en place donc, de ce dispositif dans le canal artériel, comme ça vous a été expliqué ce matin. Alors, je vais juste vous montrer un point intéressant. Je pense que pour vous, c'est intéressant. C'est que dans cette méta-analyse qui a été publiée dans le JAMA en 2018, ce qui est montré, c'est que là, ils ont évalué les différentes modalités de traitement du cas artériel, par ibuprofène, indométacine, etc. Il y a juste la première colonne qui nous intéresse. En fait, c'est l'ibuprofène à forte dose, per os. Et en fait, c'est le plus safe, c'est-à-dire et le plus efficace. C'est-à-dire que c'est là où on a le meilleur résultat pour la fermeture du cas artériel, le moins de fermeture chirurgicale et le moins d'entérocolite ulcéro-nécrosante. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas en France. Ok, alors passons à un sujet suivant. Donc la nutrition, c'est un chapitre en soi. Donc je vais vous donner vraiment des grandes lignes, parce que je pense que la nutrition, si vous voulez, ça interfère sur toutes les fonctions. Ça interfère sur toutes les fonctions. Tous les organes ont besoin d'être correctement alimentés, quel que soit le nutriment, pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, notre problème, c'est de reproduire cette vitesse de croissance fœtale pour limiter le retard de croissance extra-utérin, donc avec notamment une optimisation de la nutrition parentérale et des apports protéiques adaptés, c'est-à-dire qu'on débute les protéines dès J0, et toujours des apports caloriques en rapport avec les apports protéiques, sinon ça ne sert à rien. Et le point aussi extrêmement important, et on y reviendra, c'est l'introduction précoce de l'alimentation entérale, évidemment avec du lait de mer pour les prématurés. Alors, il y a des recommandations de l'EBSGAN 2018 qui sont les dernières, donc vous voyez, qui proposent dès J0 1,5 g/kg d'apport protéique, et on augmente pour les prématurés, je suis bien chez les prématurés, à 3,5 g par kilo et par jour, les apports glucido-lipidiques adaptés, et traiter l'hyperglycémie idiopathique transitoire, donc ça a été longtemps une controverse, et là l'EBSGAN s'est positionné en disant qu'il fallait traiter ces hyperglycémies idiopathiques après avoir éliminé éventuellement une cause iatrogène, évidemment, par de l'insuline. Et attention aux troubles hydroélectrolytiques. Donc ce matin, on a parlé de l'hyponatrémie avec le professeur Clarisse. Et là, je vais insister un petit peu sur l'hypophosphorémie, hypokaliémie. Je veux que vous compreniez qu'à partir du moment où on a décidé de lancer l'anabolisme cellulaire en mettant des protéines, eh bien, si on veut que les acides aminés soient utilisés pour l'anabolisme cellulaire, il faut du phosphore et du potassium pour construire des protéines. Or, si vous n'apportez pas de phosphore, eh bien, l'organisme va aller le chercher là où il est. Où est le phosphore? Il est dans les os. Donc, il va aller mobiliser le phosphore osseux
et vous libérez 2 moles de calcium à peu près chaque fois que vous libérez 1 mole de phosphore. Et donc votre phosphore va être utilisé, le potassium aussi, donc vous vous retrouvez en situation d'hypokaliémie, hypophosphorémie, hypercalcémie. C'est ce qu'on appelle le placentine completely refilling syndrome. Donc ça, il faut l'anticiper. Et en particulier quand vous avez des prématurés avec un retard de croissance intra-utérin qui souvent ont une hypophosphorémie dès la naissance. Donc il faut être vigilant très tôt sur les apports en phosphore. Alors il y a les différents types de préparations. Donc nous, on vit un peu dans le luxe, hein, dans les services, notamment dans les CHU en France, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont plus isolés et qui sont moins dans le luxe. Donc là, en première ligne, c'est les spécialités pharmaceutiques parce qu'elles ont un haut niveau de sécurité avec une AMM. Donc vous avez des solutions binaires, c'est-à-dire qui mélangent protides et glucides et électrolytes pédiavène 1 et 2, par exemple, NP100. Et vous avez une solution ternaire pour le nouveau-né qui est l'Unumeta 13%. Après, on peut aussi faire fabriquer par la pharmacie des solutions standardisées, ce qui vous donne un choix plus large. Et il y a des CHU, des CHR, pardon, type 3 qui n'ont pas de pharmacie, qui se débrouillent très bien avec ces préparations qu'ils ont designées, un certain nombre de préparations standardisées. Et après, il y a les préparations magistrales à la carte, individualisées pour un patient donné. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on fait, mais c'est une solution de facilité, enfin moi je trouve pour moi, parce que quand vous avez une pharmacie à disposition, une PUI, qui peut vous fabriquer les poches tous les jours, ben, c'est vrai que vous prenez l'habitude de prescrire à la carte. Donc là, je voulais vous montrer l'aspect des produits industriels. Donc ça, c'est par exemple une poche de pédiavène. Vous avez 2 bicompartiments avec le glucose d'un côté, le reste de l'autre. Et il faut surtout bien fissurer cette séparation avant d'utiliser en enroulant la poche. Et là, vous avez le Numeta. C'est le même principe, mais vous avez en plus une partie avec des lipides. Alors, on a eu énormément de recommandations en France ces dernières années concernant la nutrition parentérale. Les autorités s'en sont mêlées parce qu'il y a eu des accidents, hein, des enfants qui sont décédés par infection, notamment, contamination des poches de parentérale. Donc, ce que je voulais vous montrer, parce que je pense que vous n'avez pas de PU à votre disposition ici, c'est que la recommandation, c'est d'utiliser en première intention une poche pharmaceutique, pardon, une spécialité pharmaceutique fabriquées de façon industrielle et de venir aux autres moyens que si elles ne sont pas disponibles ou si elles ne conviennent pas. Et l'autre chose, point important, parce que ça c'est des petites choses, si vous voulez, sur lesquelles je pense que vous pouvez avoir une réflexion pour agir, il faut protéger les poches de nutrition parentérale de la lumière, parce que, et ça vous voyez c'est une recommandation de l'ANSM 2019, parce que on sait que les vitamines et les oligoéléments présents dans les poches vont réagir avec la lumière et créer des peroxydes. Et les peroxydes, ça entraîne un stress oxydatif. Donc les prématurés ont déjà de fond probablement un stress oxydant plus élevé que le nôtre parce qu'ils ont des mécanismes antioxydants moins développés. Et donc on aggrave cette situation. Il y a une publication qui a montré qu'il y avait plus de décès chez les enfants pour lesquels les poches de parentérale n'étaient pas protégées de la lumière. L'alimentation entérale, clairement, c'est la méthode la plus adaptée pour nourrir un enfant. Hein. On ne joue pas aux apprentis sorciers en rajoutant le sel, le poivre, etc. Donc, elle doit être débutée dès J1, dès que possible. Bien sûr, l'aliment, il n'y a plus de discussion. Hein. Personne ne discutera plus jamais l'intérêt du lait de femme en première intention. Il faut savoir, pour un grand prématuré, les apports caloriques ne sont pas suffisants, donc il va falloir l'enrichir. Et surtout, moi, je vous incite à utiliser le principe de la nutrition trophique. Hein, c'est des petits volumes de lait administrés, donc c'est 1 ml toutes les heures. Pour un 500 grammes, c'est 1 ml toutes les 12 heures. Du lait qui n'est pas considéré comme un aliment, mais comme un médicament. C'est-à-dire que vous allez mettre votre millilitre et au bout de 2 heures ou de 3 heures, vous le retirez. Vous ne le comptez pas dans l'alimentation, c'est juste à visée médicamenteuse pour améliorer la motricité digestive. Donc c'est une stratégie vraiment safe et intéressante pour débuter une nutrition entérale précocement. Et d'ailleurs, vous voyez, l'IGAS s'en est même mêlé en 2015 en disant qu'il fallait débuter la nutrition parentérale tôt et qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante quand on mettait en place ce genre de nutrition. Ça a été bien démontré maintenant depuis quelques années. Alors, ça c'est le chapitre à venir, donc c'est le topo suivant. Je n'en parlerai pas. L'anémie, donc évidemment, c'est un problème. Vous savez, la phase précoce par spoliation sanguine, la phase tardive par diminution de l'érythropoïèse. Donc, il y a des recommandations de l'HAS 2014. Je ne vais pas les détailler. Je voulais juste vous montrer, vous les retrouverez très facilement sur Internet. Je voulais juste vous montrer qu'il y a
une catégorisation selon l'âge de l'enfant, l'âge postnatal, et selon le soutien respiratoire. Et aussi quand même une grande tolérance pour ceux qui sont à plus de 7 jours et qui sont en ventilation spontanée stable, sans besoin d'oxygène, puisqu'on va même à un seuil de tolérance jusqu'à 7 grammes. Bien évidemment, le mieux, c'est d'éviter la transfusion en mettant en place des mesures de prévention. Clampage tardif, on en a parlé. Réfléchir à ces prélèvements sanguins. Supplémentation martiale et acide folique. Et l'érythropoïétine, là je ne rentrerai pas dans la discussion, mais c'est controversé, tous les centres ne l'utilisent pas. Mais je répondrai à vos questions si vous le voulez. Pareil, recommandation HS 2015 pour les thrombopénies, avec pour les moins de 28 semaines, moins de 1000 grammes, même si l'enfant est stable et qu'il ne saigne pas, il faut le transfuser entre 30 000 et 50 000. Moins de 30 000, ça ne se discute pas, pour tout le monde on transfuse. Mais je pense que ces recommandations, elles sont has-been déjà, parce qu'il y a une très belle publication qui a été publiée donc en 2019 dans le New England, qui était une étude randomisée qui contrôlait 2 seuils de transfusion chez des enfants prématurés. Vous voyez, moins de 34 semaines, mais en fait, ils étaient très petits en médiane, et en termes et en poids. Et en fait, soit ils étaient randomisés pour être transfusés en plaquettes à partir de 25 000, soit en dessous de 25 000 ou en dessous de 50 000. Et en fait, de façon tout à fait inattendue, c'est dans le groupe où le seuil de transfusion était le plus élevé qu'il y a le plus de morbidité et de mortalité. Vous avez là la courbe de survie, et vous voyez que c'est ceux qui ont eu le seuil le plus élevé qui sont plus décédés, qui ont eu plus de saignements graves et qui ont eu plus de dysplasie bronchopulmonaire. Donc ça fait réfléchir, et je pense qu'il va peut-être falloir revoir ces recommandations. Alors, la rétinopathie, là aussi, un peu comme la dysplasie bronchopulmonaire, c'est multifactoriel, avec une phase précoce qui met en jeu plutôt l'hypoxie et l'hyperglycémie aussi, une phase tardive qui met en jeu, l'hyperoxie et là plutôt l'hypoxie et les facteurs d'angiogénèse. Donc vous savez, on a maintenant des cibles de saturation qui doivent être claires, ni trop basses ni trop hautes. Trop haute, ça favorise la rétinopathie, trop basse, ça favorise le décès. Hein, ça a été bien montré par les études qui ont étudié justement la rétinopathie. La nutrition est importante, le lait de mer et le traitement de l'hyperglycémie. Le point nouveau pour nous, c'est l'utilisation des rétinogrammes pour le dépistage. Donc c'est des machines, les RETCAM, qui nous permettent de faire des photos sans être ophtalmologue, et ça peut être aussi une infirmière qui est formée pour le faire. Elles sont transmises à l'ophtalmo, il les interprète. Alors depuis qu'il y a ce système-là, je crois qu'il y a plus de dépistage de rétinopathie. Et pour le traitement, il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est que les anticorps anti-VEGF, donc qui sont des facteurs de croissance, qui sont en cours d'évaluation pour le traitement de la rétinopathie. Alors un point important, je crois que c'est le dernier point, je suis désolée, j'ai un peu dépassé. C'est compliqué de faire ce sujet en 20 minutes. Hein. Donc je voudrais insister auprès de vous sur cet aspect de la prise en charge des nouveau-nés qui ne coûte pas cher, qui ne demande pas de moyens techniques, mais qui améliore nettement le devenir des enfants et de leurs parents, je pense. C'est ce qu'on appelle le concept des soins de développement. Alors les soins de développement, on pourrait en parler pendant très longtemps. J'ai repris un papier qu'on avait fait avec Jacques Sizun, suite d'ailleurs au Congrès européen de soins de développement, où nous avions proposé les 8 standards qui représentent cette philosophie des soins de développement. Donc c'est une ouverture du service 24/24 pour les parents, avec un soutien psychologique, prise en charge de la douleur, prendre en considération l'environnement, c'est-à-dire le bruit, la lumière, et limiter toutes ces agressions qui génèrent du stress chez l'enfant. Le soutien postural, donc faites très attention à l'installation des enfants. Il faut arrêter de les mettre en décubitus ventral strict comme on l'a fait pendant des années. Le support en peau à peau, soutenir le peau à peau, la lactation et respecter le sommeil de l'enfant. C'est-à-dire on ne va pas examiner l'enfant quand on a décidé qu'on allait voir l'enfant, on va examiner l'enfant quand c'est l'heure des soins ou de l'alimentation. On ne va pas le réveiller, évidemment, s'il n'est pas en situation aiguë, évidemment. Voilà, donc la douleur, je pense qu'il faut que j'aille vite, mais juste pour rappeler le travail de Ricardo Carbajal, hein, qui avait montré le nombre d'agressions douloureuses dans les 14 premiers jours suivant l'admission, et là vous avez en fonction du terme de l'enfant, donc là c'est 400, hein, 400 en 14 jours. Donc vous voyez qu'il y en a quand même qui sont assez élevés, puis c'est les plus immatures qui sont les plus agressés, et en moyenne il y avait 10 procédures douloureuses par jour. Et donc, il faut avoir des mesures de bon sens pour mener à bien toute cette prise en charge, synchroniser les interventions médicales avec les autres procédures de soins, minimiser la fréquence des prélèvements sanguins, parce qu'ils sont utiles, hein, parce que les trucs systématiques, c'est un petit peu agaçant. Les procédures locales pour limiter l'indication de la vérification de la glycémie, notamment maintenant, il y a les holters glycémiques qui sont intéressants
privilégier les systèmes de surveillance non invasifs comme les PO2 transcutanés, les PAPCO2 transcutanés, les patchs antalgiques, et puis surtout des choses simples comme la succion non nutritive ou le sucrose, le regroupement, le pot à pot, le lait de mer. Donc vous voyez, ça c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc je voulais quand même, en conclusion, dire que la néonatologie, c'est quand même une spécialité récente. Pour moi, elle débute en 1964, en décembre 1964, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où Gilbert Huot a réanimé le premier prématuré en France. À la période initiale, on était centré sur la survie, la prise en charge respiratoire, le risque de séquelles neurologiques. Et maintenant, je pense qu'on est dans une nouvelle période, avec une prise de conscience, une réflexion plus globale de la prise en charge, avec des développements de techniques moins invasives, une attention particulière à la nutrition et la croissance, l'utilisation des antibiotiques, on va le voir, les soins de développement avec la considération des parents et de la famille aussi d'ailleurs. Et je n'ai pas eu le temps de le traiter, mais on a aussi, indépendamment du devenir neurologique, des interrogations sur le devenir cardio-métabolique à long terme, mais il m'aurait fallu plus de temps pour vous en parler. Voilà, donc je crois que, enfin j'ai fini, je vous remercie pour votre attention, et surtout le mot-clé c'est limiter la iatrogénie évidemment. Et on fait les... Pour dire que, oui, exactement, que le professeur Jean-Charles Picot n'est pas là pour des raisons de santé. Donc la suite serait avec les antibiotiques, avec toujours Madame Delphine. Et je vous remercie énormément pour l'excellent exposé, parce que je pense qu'il faut en faire une table ronde la prochaine fois. L'exercice est difficile, j'ai dû enlever... Et puis en plus c'est terrible parce que j'ai Umberto dans mon axe. Là. Et je n'ai pas pu aborder le problème de l'éthique, enfin tous ces problèmes-là, qui sont quand même des problèmes émergents dans la prise en charge en néonatologie depuis quelques années, on est d'accord. Mais c'est un exercice très compliqué en 20 minutes. Okay. C'était très bien fait et ça nous permet aussi de passer le message que nous avons le Numeta au Maroc actuellement. Ouais, voilà. Alors le Numeta, il faut faire attention parce qu'il faut probablement le diluer un petit peu, enfin il faut faire attention, il faut bien se renseigner sur son utilisation. Voilà, mais c'est intéressant.